Je suis maître de conférences en informatique au laboratoire de l'informatique du parallélisme à Lyon. Mon intérêt pour l'informatique remonte au collège, quand j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Lors de ma licence en informatique à l'ENS de Lyon, j'ai découvert l'informatique fondamentale qui a pour but de comprendre les limites fondamentales du calcul efficace. J'étais fasciné par la possibilité de mettre à profit les lois de la mécanique quantique pour repousser les limites du calcul. J'ai donc effectué ma thèse en informatique quantique à l'université McGill à Montréal. Le but de mes recherches est d'exploiter les principes de la mécanique quantique pour calculer et communiquer de manière plus efficace. Le mieux, c'est que je vous montre. Les ordinateurs d'aujourd'hui utilisent comme brique de base le bit pour stocker l'information. Les ordinateurs du futur vont pouvoir utiliser des qubits. Mais qu'est-ce qu'un qubit ? Physiquement, un qubit peut être implémenté par n'importe quel système qui suit les lois de la mécanique quantique, comme le spin d'un électron. À l'heure actuelle, pour voir un qubit, il faut aller dans un laboratoire de physique. Mais pour moi, en tant que théoricien, un qubit est simplement un vecteur de longueur 1. Un vecteur horizontal représente 0 et un vecteur vertical représente 1. Mais le qubit peut être en superposition entre ces deux états. C'est cette possibilité de superposition qui est à l'origine de toutes les applications de l'ordinateur quantique. Par exemple, pour factoriser un grand nombre rapidement, pour simuler un processus chimique quantique, ou encore pour communiquer de manière parfaitement sûre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'ordinateur quantique à l'heure actuelle? La raison principale est qu'un système quantique est très difficile à contrôler. Et il y aura toujours différents types de bruits qui vont introduire des erreurs dans le calcul. C'est justement dans ce cadre que se place ma recherche. Je cherche des méthodes pour stocker l'information de manière à ce que l'on puisse toujours corriger les erreurs qui surviennent. Par exemple, dans un résultat récent, avec Antoine Gros-Pellier et Anthony Leverrier de l'INRIA Paris, nous avons construit une famille de codes correcteurs d'erreurs qui permet de transformer un circuit quantique arbitraire en un circuit tolérant aux fautes, avec un surcoût minimal. Pour obtenir ce résultat, nous avons utilisé des graphes creux qui sont très connexes, qui sont appelés des graphes expanseurs, et des techniques de percolation pour montrer que les erreurs qui surviennent vont typiquement former de petits clusters. Ce qui me plaît le plus dans la recherche, c'est le processus de découverte. Ça commence souvent avec une idée très vague lors d'un exposé ou à la lecture d'un article de recherche. Ensuite commence la tentative de formalisation mathématique en discutant avec des collègues locaux ou internationaux. À ce stade, on utilise souvent des simulations informatiques pour raffiner et corriger la formulation. Après de longues semaines à chercher le bon point de vue et le bon outil, on aboutit en général à un résultat, même si celui-ci est parfois très éloigné de l'idée originale. On apprend toujours quelque chose, même si ça ne correspond pas à la question qu'on s'était posée au départ.